côté en fait de médiation culturelle, médiation socio-culturelle qui est très, très important aussi. Donc voilà très rapidement la situation en Ukraine, dans les pays voisins, ce qui nous préoccupe, ce qu'on met en place, et puis aussi notre volonté à continuer à échanger avec vous et voir en quoi on peut contribuer aussi au travail que vous faites. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Et merci infiniment parce que je sais que l'agenda est un peu compliqué en ce moment. Donc, merci d'avoir réussi à trouver un moment pour venir nous raconter. Ce n'était pas pensable de parler de ce sujet sans parler de ce qui se passe en ce moment. Comme vous allez le voir, le but de cette grande cause, c'est de mener des actions civiles. Là, évidemment que dans le plan d'action qu'on va construire tous ensemble, on va tout faire pour pouvoir avoir des actions qui adressent ce drame particulier. Donc, merci infiniment. On aura l'occasion aussi de vous présenter avec l'UNICEF et une association qui s'appelle l'Humidacieuse, une solution tout à l'heure pour pouvoir aider ces femmes sur les routes. Voilà, merci infiniment. Alors, maintenant, je suis très heureux d'accueillir. Alors, malheureusement, elle a le Covid, donc elle est à distance. Il y a encore des gens qui ont le Covid, il ne faut pas l'oublier. Madame Bergs, qui est secrétaire générale au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui publie en ce moment, je crois que c'est aujourd'hui ou il y a quelque temps, un rapport sur l'impact durable du sexisme sur les inégalités. Et donc, je ne sais pas si vous êtes à distance et si on peut vous entendre. Paola, nous vous écoutons. Nous allons essayer tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci, oui, en effet, j'aurais préféré être présente physiquement, mais pour le bien-être de toutes et tous, ça n'a pas été possible, j'en suis navrée. Alors, c'est difficile d'intervenir après Céline Schmitt, car tout pourrait sembler trivial, finalement, après avoir entendu un exposé d'une telle intensité dans la description des situations intolérables que vivent les Ukrainiens et les femmes ukrainiennes spécifiquement. Pourtant, nous sommes évidemment convaincus qu'il faut continuer à agir sur tous les plans en France pour pouvoir contribuer à pouvoir soutenir les femmes partout dans le monde. Ne rien lâcher en France et faire progresser cette cause en France pour mieux soutenir partout ailleurs. Donc je remercie mec.org pour cette invitation à rejoindre cet événement de lancement de sa grande consultation sur un thème qui, de toute évidence, nous rassemble: comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes. Mais avant de céder la parole à Mao Chodoué-Delmas, qui est membre du secrétariat général du HCE et qui nous présentera les grands enseignements du premier baromètre du sexisme en France, qui a été réalisé pour le compte du HCE par l'Institut Via Voice et dont les résultats sont publiés aujourd'hui, donc, dans notre rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Je voudrais décrire brièvement, parce que je sais qu'il y aura beaucoup d'interventions et des tables rondes, mais tout de même dire qui est le HCE et ce qu'il fait. Ce n'est pas nécessairement connu encore de tous et toutes. Alors, le HCE a des grandes missions et nous allons voir qu'elles rejoignent en très grande partie ceux qui aujourd'hui font de l'action de mec.org. Puisque le HCE est chargé d'assurer la concertation avec la société civile et d'assurer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité, notamment à travers donc, les réunions de notre instance, le HCE, l'audition de nombreux experts et expertes et de tous nos partenaires. Le HCE évalue ces mêmes politiques et conseille les pouvoirs publics, notamment à travers la publication de rapports et de publications contenant des propositions réalistes, dans la mesure du possible, et de recommandations fortes. Et enfin, il assure, il n'est pas certain que ce soit la fin, mais en tout cas, dans les grandes missions, il assure un rôle de vigie grâce à ses nombreux contacts de terrain et il met en lumière
des sujets émergents qui nécessiteraient de construire de nouvelles politiques publiques ou de réadapter celles qui existent pour avoir vraiment des dispositifs ad hoc. Donc, ces missions ont été confiées au HCE en 2013. C'est une instance qui est relativement récente auprès du Premier ministre pour en garantir comment dire, la possibilité de consulter l'ensemble des ministères, mais c'est avant tout une instance indépendante, c'est-à-dire qu'elle produit ces rapports qui ne sont pas soumis à une approbation préalable de la part des pouvoirs publics. Donc, ces missions du HCE sont conduites grâce à l'appui de plus de 110 membres, qui ne sont pas des membres permanents, mais qui se réunissent donc très régulièrement et qui sont nommés en raison de leur expertise. Donc, sous la présidence de Sylvie Pierre Brossolette, ces membres sont des élus, donc ce sont des députés, sénatrices et sénateurs, conseillères et conseillers régionaux, départementaux et maires. Je salue d'ailleurs, je crois, aujourd'hui ici la présence de Madame Marie-Pierre Rixain, députée et présidente de la délégation des droits des femmes de l'Assemblée nationale et membre éminente du HCE. Parmi nos membres, il y a aussi bien sûr un collège des associations, qui sont plus de 20, et 22 personnalités qualifiées nommées à raison de leurs travaux de recherche et de leur engagement ou de leur engagement sur nos thématiques. Je citerai bien sûr ici aujourd'hui également Séverine Lemierre qui peut être nommée au moins à ces 2 titres et qui est également membre du HCE. Depuis cette année, pour ce qui concerne le champ de l'égalité dans le monde du travail, les partenaires sociaux sont invités à siéger avec nous dans une formation dédiée. Les travaux du HCE s'organisent autour de dans 5 domaines, pardon. L'international, donc l'international qui a permis d'organiser le 2 mars un colloque dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur les revendications et les attentes des féministes dans le monde, mouvements féministes dans le monde. Et bien évidemment, la situation de l'Ukraine a été évoquée, mais aussi la situation des mouvements féministes et des attentes des féministes et des femmes dans bien d'autres pays, et notamment en Pologne ou en Afghanistan, ou décrites par des représentantes d'institutions européennes. Donc une commission internationale, une commission santé qui, par exemple, publié récemment un rapport sur la prise en compte du sexe et du genre pour mieux soigner, dans lequel nous décrivons, par exemple, ce qui se passe pour les hommes et les femmes, ou un homme et une femme, respectivement, lorsqu'ils disent avoir des douleurs de poitrine et qu'ils se présentent au service des urgences. Donc, je vous renvoie à cette lecture tout à fait intéressante et édifiante. Et nous avons publié plus récemment, dans un format plus court, un point sur l'IVG, dont nous demandons la constitutionnalisation pour en garantir l'accès pérenne, à l'heure où, dans le monde, ce droit est menacé. On constate des menaces et beaucoup de reculs, des avancées ici et là, mais aussi de grands reculs. Une commission parité dans la sphère administrative, socio-économique et politique, dont tous et toutes les enjeux extrêmement concrets, les violences faites aux femmes, qui ont été évoquées à l'ouverture de ce colloque aujourd'hui, de cette rencontre. Donc les violences faites aux femmes principalement par des hommes, que ce soit dans la sphère familiale et privée, dans le monde du travail ou dans des situations de prostitution, qu'elles soient de rue, en ligne ou filmées pour l'industrie du porno, ou encore, et ce n'est malheureusement pas exhaustif, dans l'espace public. Enfin, et je ne serai plus très longue, la commission stéréotypes, pilotée par Mao Chaudhry-Delmas, traite de tous les ressorts du sexisme et des stéréotypes de sexe, qui sont le ciment du patriarcat et des différences de traitement entre les femmes et les hommes, dans un continuum, dans toutes les sphères, et dans un continuum, donc il faut combattre dans la même continuité, c'est ce que nous nous attachons à faire, c'est-à-dire dans l'ensemble de ces manifestations.
De ce point de vue, la consultation lancée par mec.org couvrira sans nul doute des champs identiques à tous ceux que je viens de décrire, donc identiques aux nôtres, et elle permettra de recueillir la parole de plusieurs centaines de milliers de nos concitoyennes et concitoyens. Ce sera évidemment fabuleusement riche d'enseignements et nous nous réjouissons d'en être des partenaires institutionnels. Nous relayerons, nous soutiendrons, nous participerons activement à cette grande cause, que ce soit à travers les réponses à l'enquête, au grand questionnaire, ou que ce soit à travers la participation à des ateliers pour faire émerger des propositions et des actions très concrètes. Mais je voudrais sans plus tarder, à présent, passer la parole à Mao Chaudoué-Delmas pour la présentation donc, du tout nouveau rapport sur l'état du sexisme en France, dont c'est déjà bien repris dans les médias. On voit notamment à la lecture d'un bon article du Monde aujourd'hui, dans son édition de ce jour. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Donc, vous me voyez aussi? Oui. Oui. Donc, je suis Mao Chaudoué-Delmas. Je suis donc rapporteuse au sein du Haut Conseil à l'égalité. Je vous remercie chaleureusement pour cette invitation et je vais tenter d'être aussi synthétique que Paola Bergs à l'instant, en vous présentant donc les principaux enseignements du rapport sur l'état annuel du sexisme en France, qui vient tout juste de sortir il y a quelques heures, et qui présente donc cette année de façon inédite un baromètre qui permet vraiment qui a l'ambition de capter le terrain du sexisme en France annuellement. Donc les résultats cette année sont très ambivalents, ils témoignent vraiment de l'importance du travail qui reste à faire. Ce que ce baromètre sexisme révèle de façon générale, c'est un décalage. C'est un décalage entre, d'un côté, le vécu et le ressenti du sexisme qui sont persistants, massifs et systémiques, et la conscience qu'il faut y répondre, qui est quasiment unanime chez les Françaises et les Français, notamment depuis le mouvement MeToo, et de l'autre côté, l'incapacité ou la difficulté à déceler réellement et entièrement ce que c'est le sexisme, notamment lorsque le sexisme se manifeste sous des formes quotidiennes ou anodines, entre guillemets. Donc c'est ce décalage-là, ce manque de définition et de compréhension du sexisme qui, selon le HCE, selon nous, permet en fait la persistance de zones d'acceptabilité, voire d'acceptation et d'occurrence du sexisme en fait, puisqu'on constate aussi dans ce rapport une persistance et une recrudescence des actes et des manifestations sexistes en 2021. Donc cette recrudescence des actes et des violences sexistes, elle est tout à fait visible dans ce contexte de, comme l'a dit Céline Schmitt tout à l'heure, de sortie progressive de crise et de pandémie, dont les femmes sont les grandes perdantes à tous les niveaux, donc à 3 niveaux, c'est comme ça qu'on a organisé notre rapport. Au niveau des violences, stricto sensu, puisqu'il y a une deuxième vague MeToo en fait en 2021, notamment dans des sphères majoritairement occupées par des jeunes générations, bars, universités, théâtre. Donc le baromètre nous apprend à la fois que 8 femmes sur 10 ont déjà été victimes personnellement d'un acte sexiste et que dans le même temps, il y en a tout autant, donc 8 femmes sur 10, qui déclarent que selon elles, le sexisme reste impuni. Donc, selon le HCE, si on peut émettre des pistes de réflexion dès aujourd'hui, c'est vraiment sur l'impunité des auteurs qu'il faut avant tout travailler et adapter notre système judiciaire et lui redonner un rôle pédagogique. Au niveau de l'économie, c'est le deuxième point. Les femmes donc, sont les grandes perdantes de cette crise et de la post-crise structurellement, parce qu'elles combinent en fait. Elles sont exposées à des métiers plus précaires et pourtant plus socialement utiles. On l'a dit et redit pendant la crise.
Elles sont éloignées des métiers d'avenir, elles sont sujettes aux inconvénients du télétravail qui se normalisent et elles sont victimes de sexisme au travail de façon systémique. Je vous donne quelques chiffres. Une femme sur 5 a déjà vécu un écart de salaire avec un collègue homme à poste et compétences égales, et ce taux monte à plus d'un tiers pour les femmes cadres, ce qui est énorme. Plus de la moitié des femmes actives a déjà été victime de sexisme au travail. Et donc, pour répondre à ce problème d'inégalité dans notre modèle économique, le HCE recommande, c'est notre deuxième point, que le principe d'égale-conditionnalité devienne la norme. Alors, le principe d'égale-conditionnalité, c'est ce qu'on défend depuis 2016 au HCE, c'est le conditionnement des financements et des deniers publics à des engagements forts de toute l'économie, privée comme publique, des engagements forts au respect de l'égalité, de la mixité, de la parité. Enfin, et c'est notre troisième point, je terminerai là-dessus, les femmes en 2021 sont toujours des intruses dans les sphères de pouvoir, de savoir, de parole, que ce soit en politique ou dans les médias, qui traitent d'ailleurs les médias mal la notion de sexisme dans le débat public. Et en fait, les médias contribuent aussi au décalage dont on a parlé et qui est pour nous central dans ce baromètre, puisque, par exemple, seulement 6% des Français considèrent que le sexisme est une notion mal traitée, mal expliquée dans le débat public. Donc, l'urgence là-dessus, c'est de répondre au manque criant d'éducation, d'information et de formation, notamment chez les jeunes générations qui sont en fait les plus désarmées et qui composent le miroir grossissant du décalage que révèle ce baromètre. Donc là, c'est notre troisième priorité au HCE, c'est vraiment l'éducation à l'égalité qui doit devenir un chantier phare pour non seulement lutter contre le sexisme dès le plus jeune âge, mais encore pour le prévenir tout au long de la vie. Et à ce titre, le travail qu'est en train de mener MEC.org et cette grande consultation participe de cette ambition-là. Et donc bravo et merci encore de cette invitation et de votre attention. Merci Mao. Merci infiniment. Je pense que c'était une bonne introduction. Effectivement, quand on parle d'inégalité, ça couvre des champs très larges. On parle d'inégalité professionnelle, domestique. On parle de la précarité, qui est peut-être la conséquence de toutes ces inégalités. On parle évidemment des violences. Et ce qu'on va essayer maintenant de comprendre, c'est comment toutes ces inégalités en fait sont liées les unes aux autres et comment finalement c'est vraiment l'évolution d'une société qui doit être mise en place, même si elle s'exprime à travers des mesures particulières. C'est vraiment un changement de société qu'on essaye de mettre en place. Pour ça, je suis très heureux d'accueillir une table ronde avec, pour commencer, Séverine Lemierre, qui est enseignante, chercheuse à l'IUT Paris-Descartes, membre du réseau de recherche Marché du travail et genre et présidente de l'association FIT, Une femme sans toit. Ah oui. Bah voilà, moi, j'ai posé le problème. Bienvenue Séverine. Marie-Pierre Rixin, vous êtes députée, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale. Si vous voulez bien nous rejoindre. Un peu de retard, donc ce n'est pas grave. Julie Epting, vous êtes fondatrice de l'association Mayday. Julie. Et enfin, Olivia Barrault, vous êtes fondatrice de l'association Moi et mes enfants. Bienvenue, Olivia. Alors, Séverine, après mon entrée ratée, vous travaillez sur les inégalités de genre en milieu professionnel. Comment avez-vous vu avancer la lutte contre ces inégalités ces dernières années et surtout, que reste-t-il à faire? Alors, merci beaucoup d'être là, que je sois là, que vous soyez là. Bonjour à toutes
majoritairement. Bonjour. Alors, sur cette question-là, en fait, déjà, je pense qu'il faut commencer par des choses qui progressent. Voilà, c'est-à-dire que si on est toutes là ensemble, c'est que quand même on a beaucoup d'espoir et que la lutte continue. Donc, il y a quand même des choses qui avancent. Donc, c'est important de le dire. Les choses qui avancent, c'est que les filles, globalement, se sont pleinement saisies depuis une cinquantaine d'années de l'enseignement. Elles sortent depuis plus de 20 ans plus diplômées du système éducatif que les garçons. Et ça commence à se voir sur le marché du travail, vu qu'en 40 ans, la part des femmes dans la population cadre a doublé. Aujourd'hui, 43% des cadres sont des femmes. Donc, il y a des choses comme ça qui avancent. Également, le cadre législatif, en fait, sur l'égalité professionnelle est beaucoup plus contraignant. Les quotas de femmes dans les conseils d'administration aussi, ça marche, d'accord? Donc, on a vu comme ça des choses qui ont progressé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, entre guillemets, les gagnantes de l'égalité professionnelle, et ce sont principalement les femmes diplômées et cadres. Ce que Sophie Possic appelle l'égalité élitiste. Et parallèlement à ça, il y a des inégalités très persistantes qui même se renforcent du fait qu'elles sont autant persistantes, notamment le temps partiel. Encore une femme sur 3 qui travaille à temps partiel en France. Qui dit travailler à temps partiel dit gagner un salaire partiel, dit un accès à la promotion très réduit, dit un accès à la formation très réduit, dit également des retraites partielles. La ségrégation bouge très peu. La moitié des femmes qui travaillent en France n'occupent que 12 grands types de métiers. C'est-à-dire que les femmes sont très concentrées dans relativement peu de métiers, ce qu'on appelle les métiers à prédominance féminine, très féminisés, qui sont des métiers avec des caractéristiques très fortes. Beaucoup des métiers où on est en assistance. Vous voyez, alors je pense bien sûr à toutes les secrétaires qu'on peut penser, mais aussi tous les services à la personne, tous les métiers de l'enseignement, tous les métiers qui sont en assistance à des personnes, à des collègues, mais aussi à des personnes fragilisées, à des enfants, à des malades, etc., etc. Or, les compétences de l'assistance ne sont pas reconnues comme des compétences techniques. Et ça joue beaucoup sur le niveau de salaire de ces métiers. Et il faut savoir qu'en France, les smicards sont des smicardes. D'accord ? La majorité des personnes au SMIC sont des femmes. Et donc ça, c'est tout un côté des inégalités qui ne bougent pas et qui, en partie, font que les inégalités de salaire bougent relativement peu par rapport à, comme ça, l'élévation du niveau d'éducation des femmes, etc. On est toujours dans un niveau de salaire où, selon les études, là vous avez vu, l'INSEE a sorti son grand document et qui estime à peu près à 22% d'écart de salaire. Donc, on est toujours entre 22 et 25% d'écart de salaire. Ce qui est intéressant sur cet écart de salaire, c'est que ces écarts de salaire, vous voyez, c'est qu'on prend toutes les femmes qui travaillent et on compare leur salaire avec tous les hommes qui travaillent. Donc, bien sûr, dans ces 22%, il y a le fait qu'il y a plus d'aide à domicile à temps partiel au SMIC que de directeurs financiers à temps plein. Vous voyez, donc bien sûr, on compare des choses très différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux, notamment économétriques, mais aussi dans les entreprises, qui cherchent à mesurer ce qu'on appelle l'écart toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à mesurer des situations qui seraient les mêmes. Vous voyez, donc un homme et une femme dans la même situation professionnelle, avec le même diplôme, le même temps de travail, etc. Bon, ça, dans la vraie vie, ce n'est pas super courant. Il faut quand même le savoir. Et ça, surtout, c'est une approche très restrictive des inégalités. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même le principe de l'égalité salariale en France, ce n'est pas hier, ça date de 50 ans. On fête les 50 ans cette année de ce principe d'égalité salariale. Ce principe d'égalité salariale, il dit certes à travail égal, salaire égal, et là on est d'accord, on est dans du toute chose égale par ailleurs, on est dans les analyses des entreprises et des économètres. Mais il ne dit pas que ça. C'est-à-dire que le législateur, il y a 50 ans, il savait très bien que le toute chose égale par ailleurs, ce n'était pas du tout la majorité des situations des hommes et des femmes en France et globalement dans le monde. Donc, le vrai principe de l'égalité salariale, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et alors là, c'est intéressant.
Parce que là, ça signifie qu'il faut exiger que l'employeur est responsable de l'égalité salariale, même entre emplois différents, estimés de valeur égale. Donc, le cadre juridique permettrait de comparer des emplois, par exemple, très féminisés avec des emplois très masculinisés, et si la valeur est égale, exiger l'égalité salariale. Et alors ça, c'est le grand défi. Voilà, ça fait 50 ans, mais néanmoins, ça reste le levier qui est très insuffisamment mobilisé en France. Il y a des tentatives, il y a de la jurisprudence, il y a une responsable des ressources humaines qui a obtenu l'égalité salariale en se comparant au directeur financier et au directeur commercial de sa boîte. Il y a une jurisprudence comme ça qui date d'il y a 10 ans. C'est passionnant. En Suisse, les infirmières du canton de Genève se sont comparées aux gendarmes du canton de Genève. Et au bout de 7 ans de lutte, elles ont gagné repositionnement dans la grille de salaire. Parce que même niveau de compétences professionnelles, même niveau de connaissances, même niveau de pénibilité, même niveau de responsabilité, pourtant pour des métiers très différents et avec des stéréotypes très différents. Donc ça, c'est vraiment un levier. Moi, je pense que le levier, vraiment, là, dans le cadre de cette consultation, c'est qu'il faut oser se comparer. Il faut oser comparer les métiers très féminisés, les métiers très masculinisés. La crise sanitaire a montré comment les femmes ont été les premières de corvée et que les métiers féminisés ont été très importants dans cette crise. Ça n'a pas été les seuls, mais néanmoins, ils ont été très importants. Donc vraiment, ça, je pense que c'est un levier qui reste insuffisamment mobilisé. Actuellement, il y a une consultation. Alors, je suis désolée, je parle aussi d'une autre consultation, mais n'hésitez pas à la diffuser. Avec une collègue, Rachel Silvera, et avec un gros syndicat qui s'appelle la CGT, on a une grande consultation actuellement en ligne autour de 14 métiers très féminisés qui sont des métiers du soin et du lien pour que ces professionnels parlent de leur travail, parlent de leur métier et expliquent la richesse des compétences professionnelles qui sont mises en œuvre. La consultation est en ligne et elle s'appelle « Mon travail le vaut bien ». Voilà. Merci. Merci Séverine, c'était vraiment très, très, très riche. On va maintenant faire un pas de côté pour regarder plutôt du côté de la vie domestique. Donc avec vous, Julie Epting, vous avez fondé l'application Mayday. Mayday, vous me direz comment on le dit exactement. C'est parfait. Qui vise à améliorer la répartition des tâches domestiques au sein du couple. Évidemment, le sujet de la charge mentale, peut-être de plus en plus parler de lui. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu l'état des lieux, comme Séverine l'a fait, de la situation, de ce qu'il faut faire? Alors, aujourd'hui encore, les femmes supportent 60 à 80% des tâches domestiques et des responsabilités parentales. Si on se base sur l'enquête emploi du temps INSEE, ça bouge très très peu, c'est très très lent. C'est pour ça qu'on ne le fait pas tous les ans, parce que c'est vraiment un gros navire à sortir pour peu d'évolution. Donc, on reste dans une division genrée des rôles très, très forte au sein de la maison et qui a tendance à s'accentuer avec l'arrivée des enfants et qui impacte la sphère professionnelle et la dépendance ou indépendance économique des femmes. Et donc, nous, au travers de l'association Mayday, on cherche à sensibiliser aux inégalités dans la sphère domestique et familiale, que ça devienne un vrai sujet, que ce ne soit pas juste un petit sujet de ménage, et on essaye de faire un peu la passerelle pour montrer les liens que ça a avec la sphère à l'extérieur. Et donc, l'application, vous en avez parlé, l'application, elle permet quoi? Elle permet d'analyser ces pratiques dans la sphère domestique et familiale, mais aussi de rendre visible ce travail-là. Moi, ce qui m'a fortement surpris dans les premières périodes de confinement, on nous a dit le monde s'est arrêté, tout s'est arrêté, alors que les femmes, elles n'ont jamais autant travaillé de leur vie en reprenant toutes les activités, que ce soit ou une grande partie des activités, que ce soit l'école, la crèche, tout ce qui est sous-traité, qui en général est sous-traité de femmes à d'autres femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire on a ouvert le marché de l'emploi aux femmes dans les années 70, 60-70, sans l'autorisation
des conjoints, mais on a dit, OK, tu peux aller travailler comme tu veux, mais on n'a pas questionné cette division des rôles dans la sphère domestique et familiale et l'implication que ça peut avoir. Donc aujourd'hui, j'espère au travers de cette grande consultation que ça va devenir un vrai sujet et qu'on va pouvoir réfléchir en termes de sensibilisation, mais aussi en termes de levier politique, ça ne se joue pas qu'à l'échelle de l'individu, sur ces questions-là, sur l'importance de questionner ces inégalités dans la sphère domestique et familiale. Merci. Donc, ça fait un deuxième champ de travail. J'espère que ça va ressortir, j'en doute pas fortement, parce que je pense que c'est vraiment un sujet, nous, qui nous a guidés quand on a justement étendu par rapport aux violences. C'est vraiment la sphère domestique et la sphère professionnelle arrivent naturellement. Et puis, impact généralement de ça, il y a la problématique des familles monoparentales. Alors, Olivia Barraud, vous êtes fondatrice de l'association Moi et mes enfants. Vous travaillez à l'accompagnement des familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, bien sûr. Oui. Nous pensons tout de suite à la précarité économique, mais je crois que vous nous expliquez que ça va bien au-delà. Donc, quelles sont les conséquences pour ces femmes et qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et pour le fait de pouvoir justement parler des femmes et des femmes monoparentales, parce qu'effectivement, lorsque j'ai créé l'association il y a 4 ans, maintenant presque 5 ans, ce n'était pas autant un sujet que maintenant. Donc, on est très heureuse à l'association de pouvoir accompagner ces mamans, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, 1 famille sur 4 est monoparentale. Et parmi ces familles, il y a 1/3 de ces familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, le seuil de pauvreté, c'est 1 063 € par mois. Donc, essayez d'imaginer le fait d'être seul avec des enfants et de devoir se débrouiller au quotidien avec moins de 1 000 € dans la poche, en gros. Et ces familles, on le sait, elles sont portées en grande majorité par des femmes. Donc, 82% des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Et parmi ces femmes, il y en a plus de 40% qui sont sans emploi. Et parmi celles qui ont un emploi, donc là, Séverine, ce n'est pas exactement les mêmes chiffres pour les familles monoparentales, parce que parmi les femmes qui ont un emploi, il y en a environ 80%, 84% qui sont justement à des emplois, comme tu le disais, Julie, des emplois employés, ouvrières. Mais par contre, au niveau des cadres, on n'est plus dans les 43%, on arrive à 4%, même pas. Attention, je ne dis pas que je dis que 40% des cadres sont femmes. Oui. OK. Mais bon, voilà, en tout cas, dans les familles monoparentales, on en est à cet endroit-là. Bon, après, une fois effectivement qu'on a pu énoncer ces chiffres, il y a une grande différence aussi entre les papas de familles monoparentales et les mamans de familles monoparentales au niveau du niveau de vie. Ça, c'est un petit peu, disons, le serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'effectivement, lorsqu'on est maman solo, il est bien plus compliqué de trouver du temps et de l'argent pour se former, pour retourner à l'école et aussi pour avoir des postes donc, à responsabilité. Effectivement, dans l'emploi du temps, dans l'agenda d'une maman solo, c'est très compliqué de pouvoir avoir accès à ces postes-là et aussi au niveau des directions des entreprises, d'aller faire confiance à une maman qui, on le sait, sera la seule au front si jamais il y a quoi que ce soit, s'il y a un enfant malade. Ou, voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas la maman solo qui va être à l'after work au bar du coin à 18h en train de dire qu'elle a trop bien négocié un contrat. Parce qu'elle sera soit en train de courir à la crèche, soit en train d'essayer de faire les devoirs, soit en train d'essayer de faire un repas équilibré en plus. Voilà. Donc, tout ça, ça n'a pas été non plus effectivement amélioré par la crise sanitaire.
Bien au contraire, au moment de la crise, ça a été la débâcle, parce qu'effectivement, il y a eu en effet l'absence totale pour certaines mamans du coup de mode de garde avec les enfants qui n'allaient pas à l'école. Pour celles qui travaillaient, il y a eu la joie du télétravail et de l'école, les deux à la fois, et du télétravail, de l'école, parfois du fait de garder un bébé aussi en même temps. Donc, effectivement, c'était vraiment, il fallait jongler au quotidien. Moi, je me rappelle très bien de me lever parfois à 5 heures du matin, enfin parfois, disons quasiment pendant tout le confinement, pour avoir un peu de temps pour remplir mes missions, pour bosser avant que mes enfants se réveillent, et aussi le stress de ne pas être à la hauteur parce que effectivement il fallait rendre des devoirs, il fallait, enfin voilà, et les enfants aussi qui avaient ce stress-là, et donc un petit peu tout le monde qui était en stress. Donc ce n'était pas simple. Donc il y a eu effectivement des grands moments, en effet, à la fois de solitude économique, donc bien sûr que c'était compliqué, qu'il fallait faire très attention. Il y a eu aussi de la solitude, voilà, à qui s'adresser lorsque finalement on est confiné avec ses enfants et qu'on doit tenir la barre et qu'on doit faire genre que tout va bien. Donc ça, vraiment, c'était des choses qu'on a bien notées aussi à l'association. Et on ne peut pas ne pas constater qu'il y a vraiment un déséquilibre à la fois donc économique, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul salaire, il n'y a qu'un seul revenu au foyer, et parfois des pensions alimentaires qui n'ont pas toujours réglées en temps, en heure, ou pas réglées du tout, d'où les nouvelles réformes. Il y a aussi, bien entendu, un déséquilibre psycho-affectif, parce que je vous en ai parlé, quand on a 1000 boîtes ouvertes dans la tête en même temps, genre est-ce que j'ai bien mis sa tenue de gym dans son sac? Est-ce que j'ai bien pris rendez-vous pour le docteur? Est-ce que je vais bien réussir à arriver à l'heure à cette réunion? Enfin, tout ça. Donc, c'est une charge mentale énorme, très, très lourde, et beaucoup de mamans qu'on accompagne ou étaient en tout cas à 2 doigts du burn-out. Et aussi avec cette culpabilité de dire finalement, effectivement, je ne suis pas… voilà, comment ça se fait que j'y arrive pas? En fait, c'est pas si… des fois, les mamans sont genre, c'est pas si terrible que ça, mais en fait, si, c'est très compliqué ce que vous vivez actuellement. Donc, il faut aussi ne pas être OK avec le fait de pouvoir aussi demander de l'aide et juste avoir besoin de répit et de pouvoir souffler. Et le dernier déséquilibre très important, c'est celui sur l'harmonie, l'équilibre des temps de vie. Parce qu'en effet, le fait de penser à soi, de prendre du temps pour soi est essentiel. C'est un droit, enfin plus qu'un devoir, c'est un droit, l'inverse aussi, mais dans le sens où, en tant que chef de famille monoparentale, on doit être OK, parce que du coup, on est le socle de la famille. Et souvent, on fait passer la profession avant pour sécuriser le foyer. On fait passer, bien entendu, les enfants avant. Et les 3/4 du temps, on s'oublie, d'où des situations qui peuvent arriver dans des endroits extrêmes comme des burn-out. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait dire, et ce pourquoi on est très heureuse de participer à cette grande cause, c'est parce que effectivement, on parle de précarité, mais à l'association, on travaille sur le fait d'accompagner ces mamans sur vraiment le fait de retrouver leur pouvoir d'agir, de retrouver leur confiance en elles, le fait tout simplement de s'autoriser des moments de répit, de se former avec des programmes d'accompagnement qu'on met en place sur le fait de briser le plafond de verre, donc briser le plafond des mères, et des espaces ressources comme un tiers-lieu qu'on ouvre dans le 13e arrondissement. En fait, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir porter la parole du fait qu'il y a besoin d'espaces comme ça, ici à Paris 13, ici à Paris 20, enfin, mais partout en France, en fait, des espaces ressources, des crèches d'urgence, enfin voilà, toutes ces choses-là, toutes ces propositions, ces revendications, on va les porter, et j'espère qu'elles seront entendues, soutenues et encouragées. Et que vous toutes et vous tous ici serez d'accord et d'avis de dire que ces mamans, ces femmes, ces mères, elles sont déjà tellement courageuses, débrouillardes et inspirantes
Voilà, elles méritent vraiment toutes qu'on soit là à fond avec elles pour leur dire « ma fille, ça va aller, tu gères ». Donc, voilà. Bravo. Merci Olivia, merci Julie, merci Séverine. Je pense qu'on a vraiment compris l'intrication de toutes ces inégalités et à quel point ça nous donne une tâche assez dure. Assez dure à la fois pour adresser tout, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas pour lui donner du relief et de comprendre comment ces sujets vont avoir une résonance dans la société, de façon à ce que collectivement on puisse changer quelque chose. Merci infiniment à toutes les trois. Alors là, il va falloir que j'accélère un petit peu, donc je change de ton. Et je suis désolé. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant 3 ans? Ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant 3 ans, c'est de se coordonner, réussir à faire travailler toutes les parties de la société civile. Les parties de la société civile, c'est notamment les citoyens. Donc là, on va engager plusieurs centaines de milliers de citoyens dans la démarche, mais c'est beaucoup les associations. En fait, la plupart d'entre vous, vous êtes des associations qui travaillent depuis très longtemps sur le sujet. Vous avez eu besoin d'énormément d'énergie parce que vous n'étiez pas nécessairement aidés et vous avez créé un impact absolument fabuleux. Donc là-dessus, on ne va pas réinventer la roue, on va juste essayer d'aider ce mécanisme et que cette collaboration permette d'aller chercher un impact national supplémentaire. Alors, une grande cause, c'est d'abord une coalition. Cette coalition, je parlais des citoyens, donc ça va être, on va voir dans 5 minutes comment on va la chercher. Deuxièmement, après les citoyens, c'est des associations. Il y a plus d'une 50aine d'associations qui sont aujourd'hui partenaires de la grande cause. Et au fil des 3 ans, ce chiffre va augmenter. On va réussir à convaincre des associations qui ne savaient pas nécessairement pourquoi qu'est-ce qu'elles pouvaient contribuer, qu'est-ce qu'elles pouvaient en tirer. Et donc, vous allez voir dans les 3 ans augmenter le nombre d'associations. C'est aussi des médias qui vont aider au lancement de la consultation, mais qui, dans l'interaction avec leurs lecteurs, vont créer une histoire qui dépasse nos actions, qui vont avoir un impact beaucoup plus large. Et c'est des médias qui étaient pour la plupart déjà là les années précédentes, enfin dans la précédente grande cause. Puis c'est aussi le Haut Commissariat, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous aide à avoir cet ancrage, essayer de maximiser ce lien entre les deux. Alors, tout ça ne serait possible et n'est possible que grâce à un certain nombre de partenaires fondateurs. Et souvent, vous savez, dans des réunions comme ça, on parle des partenaires fondateurs. Là, c'est particulier parce que ce n'est pas une cause facile. Aujourd'hui, quand les entreprises, vous leur parlez d'environnement ou des jeunes, qui sont une grande cause qu'on va lancer bientôt, ce sont des thèmes qui sont naturellement. En revanche, quand vous parlez des inégalités subies par les femmes, aucune entreprise ne se dit qu'elle est parfaite. Et donc, accepter d'avancer dans cette direction-là et de se dire, voilà, on n'est pas forcément parfait, mais on va essayer de faire le mieux possible. C'est une preuve de courage, de détermination, et c'est souvent la preuve de courage et de détermination de certaines personnes dans l'entreprise qui portent le sujet. Donc, aujourd'hui, on a 3 partenaires fondateurs qui sont le groupe Rothschild et compagnie, d'une part, qui sont Universal Music France, d'autre part, et enfin le groupe LVMH, et puis deux partenaires associés qui sont Cdiscount d'une part et le groupe Clear Channel d'autre part. Donc on va les entendre pour comprendre un petit peu comment ils ont mené ça. Mais d'abord, je vais vous dire comment ça marche pendant 3 ans. Pendant 3 ans, le but, c'est d'arriver à des impacts massifs. Qu'est-ce qui se passe pendant 3 ans? On commence par faire une énorme consultation. Cette consultation va poser à plusieurs millions de personnes une seule question, qui est comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes. Cette question va nous permettre de faire ressortir
une quinzaine de sujets qui sont les sujets sur lesquels tout le monde se retrouve, qui sont les consensus. Et ces consensus vont un petit peu revisiter tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Ça va être la manière dont les citoyens voient le problème avec leur estomac. Là où on va pouvoir se coordonner tous parce qu'en fait, on est sur des évidences sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et donc, cette phase de consultation, elle va durer 2 mois. Et dans à peu près 3 mois, on va restituer cette feuille de route qui sont tous les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Deuxième phase, la phase de concertation. Et ça, c'est une phase extrêmement importante. Comment on va faire pour, à partir de ces 15 consensus, réussir à concevoir des actions fortes? Et là, vient en jeu un partenaire particulier qui est EY, qui est un partenaire qui était déjà partenaire de la première grande cause et dont le rôle va être la mise en œuvre de cette concertation, nous aider à faire collaborer tout le monde. Vous aurez tous la possibilité de collaborer pour, sur ces consensus, trouver des actions qui ont un impact national. Et on va travailler pendant plusieurs mois. On va redemander à des centaines de milliers de citoyens de nous aider, d'améliorer. Et on va arriver à un plan d'action dans 1 an, pile dans 1 an, puisque ce sera le 8 mars de l'année prochaine, qui sera la dizaine d'actions sur lesquelles on peut vraiment changer la donne, pas parce qu'on est plus intelligent individuellement, mais parce qu'on est plus fort collectivement. Et ces actions, pendant 2 ans, nous allons les mettre en œuvre, encore une fois avec le soutien d'EY. La mise en œuvre de ces actions, chaque action sera portée par une association. On va les aider comme ça jusqu'au moment où on a vraiment eu un impact décisif. Voilà le procédé. Et maintenant, on va le mettre en image à travers quelques témoignages. Et je suis tout d'abord ravi d'accueillir Anne-Laure Despo, qui est directrice de la marque employeur du groupe LVMH et qui a été la porteuse ou l'ambassadrice de cette cause en interne. Je suis ravi de vous accueillir. Est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire avec nous? Oui, merci Axel. Bonsoir à toutes. Pour une fois, le féminin l'emporte. Merci de l'invitation ce soir. Je dois dire qu'en fait, quand Axel et l'équipe nous ont contactés il y a quelques mois maintenant pour participer à cette grande cause, ça a été comme une évidence en fait pour nous de pouvoir y participer. En effet, travailler pour l'équité des genres, une culture plus diversifiée, inclusive, ça fait véritablement partie de la culture et de l'ADN du groupe LVMH. C'est notamment chez nous à la fois une responsabilité, une nécessité pour un groupe qui, comme le nôtre, compte 71% de femmes sur ses 175 000 collaborateurs dans le monde. On peut dire que la diversité chez LVMH, c'est la source de notre créativité et c'est aussi un des moteurs très puissants de la réussite du groupe. Donc, participer à cette grande cause, c'était un véritable privilège et ça fait écho à l'engagement très fort que porte le groupe et notamment notre DRH Chantal Gamperlé depuis près de 15 ans avec l'initiative qui s'appelle ELSVMH. ELSVMH œuvre justement à cette équité des genres, à la promotion des femmes dans le groupe, au développement de plus justement d'équité à tout niveau. Et ELSVMH, depuis 15 ans, je voulais vous donner 3 exemples assez forts pour nous. En 15 ans, nous avons fait passer la part de femmes à postes clés dans le groupe de 23%, qui avait été un peu le signal de réveil il y a 15 ans, à 44% aujourd'hui. Donc, on n'est pas loin de la parité et on continue de travailler en ce sens. On a 17 femmes qui sont des patronnes, ce qu'on appelle des maisons, donc des marques dans le groupe LVMH. Plus de 47% de femmes au conseil d'administration. On a eu énormément d'engagement de nos collaborateurs à tout point de vue. C'est un sujet qui n'est pas seulement porté par la DRH et les DRH. On a beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices de la jeune génération qui se sont engagés, qui ont développé des initiatives innovantes. Je voudrais en citer une tout particulièrement qui s'appelle Shiro, un clin d'œil à She et Hero, et qui est une plateforme interne, en fait, donc sous forme de site et d'application, ouverte à tous les collaborateurs et collaboratrices, et qui partage des parcours inspirants de femmes dans le groupe, qui donnent des conseils de coach, qui
depuis quelques mois, propose en fait un parcours de coaching en ligne ouvert à tous et gratuit pour la première fois de l'histoire du groupe LVMH. Donc ça, c'est un bel exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle l'Inclusion Index, qui est un peu notre observatoire, parce que vous imaginez bien qu'avec 175 000 collaborateurs, 75 maisons dans le monde, on a énormément d'initiatives. Donc cet Inclusion Index, il nous permet chaque année de recenser plus de 100, 150 en faveur de l'égalité des genres. Vous avez sans doute entendu parler de Bold, de la marque Veuve Clicquot, qui aide les femmes dans l'entrepreneuriat. Women at Dior, qui est un très beau programme de notre maison Dior de plus jeunes femmes. Ou encore Benefit Cosmetics, qui a aussi un programme qui s'appelle Bold is Beautiful, qui redonne chaque année une grande partie de son chiffre d'affaires à des associations viennent en aide à des femmes. Donc, vous voyez, énormément d'actions. Alors, on est très fiers, mais ce n'est pas fini, évidemment. Le chemin, et on est conscient, est encore long. C'est pour ça qu'on est très fiers de participer à cette grande cause, de s'engager aujourd'hui avec Make.org, de participer à toutes les discussions qui vont avoir lieu. Et on est tellement fiers qu'on a décidé de faire la même chose en interne. Donc, à la fois, on s'engage pour la société française en partenariat donc avec vous, associations, médias, autres partenaires corporate, institutions, pour œuvrer et avoir un plan d'action, on l'espère, le plus concret possible à horizon 3 ans. On va faire la même chose en interne. Donc, on a lancé le même appel à idées auprès de nos 175 000 collaborateurs. Justement, on va le faire dès demain, le 8 mars, et on espère pouvoir mener de front donc ces deux beaux chemins qui vont nous permettre de réouvrir une nouvelle page de notre histoire de LVMH pour qu'ensemble, on l'espère, on arrive à construire un monde plus juste et plus équitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, autre groupe courageux, c'était Rothschild et compagnie, parce que là, la situation est différente. On est dans la banque, et dans la banque, c'est un métier très masculin, donc c'est très difficile de trouver des carrières pour les femmes. Et on avait heureusement rencontré Mireille Keating, qui est managing partner de Rothschild et qui a décidé de porter ça en interne. Mireille n'a pas pu être là, mais elle nous a laissé un petit témoignage que je vous prie d'écouter. Je ne peux pas faire le doublage. Donc là, vous voyez Mireille Keating. C'est une évidence pour nous, totalement convaincu que cette égalité et cette parité que dans nos interactions au quotidien, que dans nos relations commerciales avec nos clients. Alors, comment nous sommes arrivés à être partie prenante de cette grande cause? Tout simplement parce que nous enquête auprès de nos équipes pour leur demander, dans le cadre de notre politique ESG, quels seraient les objectifs de développement durable qu'il faudrait mettre en priorité, sur lesquels il faudrait faire un travail pour essayer de s'améliorer encore. Sans surprise, le sujet de l'égalité homme-femme est arrivé tout en haut des priorités de nos équipes. Et donc, quand Axel Gaucher nous a contacté pour nous dire est-ce que vous voudriez être partie prenante de cette nouvelle cause, on s'est dit bah oui, c'est une formidable opportunité pour pouvoir brainstormer avec d'autres parties prenantes de la société, d'autres entreprises, d'autres associations,
à la fois la conjonction de qu'est-ce que les équipes attendent de nous et cette grande cause qui émerge et sur lesquelles on est sûr qu'on va pouvoir en fait faire sortir des idées très concrètes qu'on pourra appliquer chez nous et qu'on pourra appliquer aussi dans la société. Donc voilà, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec vous. C'est Estelle qui stresse à chaque fois. Tiens, pour moi, tiens. Ils ne se rendent pas compte que c'est stressant aussi pour nous. Merci. Hein. Je parlais de partenaires particuliers, je parlais de EY. EY est en meeting depuis la première grande cause. Et grâce à eux, on a réussi à mettre en place des actions qui étaient vraiment déterminantes. Et là, on va accueillir Dorothée avec nous, associée chez EY, qui a été l'ambassadrice de la première grande cause. Je peux revenir. C'est la sortie sur je ne pas trop. Bah non, je sais pas. Non, justement. Genre quand j'allais là à l'accueil, avec ça capte pas. Faut que tu restes juste là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Dorothée Bell. Je suis effectivement associée chez EY. EY, c'est une grande entreprise. On est 4000 en France. On a 4 grands métiers, l'audit, le conseil, la fiscalité et le droit. Alors, pourquoi revenir? Parce que c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur et sur lequel on s'est largement déployé avec beaucoup de ferveur, donc sur une grande cause précédente dont on vous a rapidement parlé. Je voudrais vous faire un petit retour d'expérience pour vous dire pourquoi on est là de nouveau, quel rôle on va jouer dans cette nouvelle grande cause. Alors, pourquoi revenir? Parce qu'on a vu tout d'abord les résultats et parce que on remet toute notre confiance dans Make.org et dans l'ensemble des partenaires pour véritablement déployer un très beau plan d'action sur cette grande cause. Nous, EY, on s'est engagé il y a donc à peu près 3 ans dans le plan d'action sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? C'est ça que je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Il y a à peu près 40 collaborateurs et collaboratrices de l'ensemble de nos métiers qui ont véritablement accompagné le plan d'action et 3 grands projets que sont Chouette pas chouette, Mémo de vie et Abri d'urgence. Donc, c'est vraiment des beaux projets, peut-être qu'on va vous en reparler un petit peu après, qui ont vraiment eu des résultats très concrets et très visibles. Et c'est ça, nous, qu'on observe et qu'on ambitionne pour cette grande cause. Donc, toutes nos compétences, en fait, au service de cette grande cause. Et concrètement, quel a été notre rôle? Notre rôle, ça a été véritablement d'être un peu pas les chefs d'orchestre, mais en tout cas d'être on a vraiment piloté et aidé à mettre en œuvre toutes les actions. On a également impulsé un certain rythme. Et ça, c'est important parce qu'on veut que ça avance véritablement. On a apporté toutes nos compétences, toute notre expertise. Dès qu'il y avait un problème, on était là pour trouver des solutions, que ce soit sur des sujets juridiques, de cybersécurité. Je confirme. Parce qu'on va en avoir plein, des problèmes. Et donc, on est là pour trouver les solutions. Donc, de la stratégie, du business plan, de l'accompagnement. Enfin, voilà, on va être à vos côtés, aux côtés de Make.org, aux côtés de l'ensemble des partenaires pour faire ensemble qu'il y ait des résultats et que les actions qui vont découler de cette grande cause soient véritablement, comme on le dit si bien chez Make.org, massifs et visibles. Donc voilà, donc nous, on est absolument ravis d'être à vos côtés. EY, on est très engagés aussi dans la cité. Nos collaborateurs et nos collaboratrices ont très envie de s'engager à vos côtés. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre au travail. Et moi, j'ai particulièrement envie d'être de nouveau devant vous dans 1 an pour qu'on voit le plan d'action. Et croyez-moi, quand je vois ce qu'on a réussi à faire sur cette précédente grande cause, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que là également, on va avoir des résultats absolument incroyables. Voilà, donc ravi d'être avec vous de nouveau. Merci Dorothée. Sur une grande cause, il y a donc toute la coalition qu'on a dit, mais il y a au total, il y a plus d'une 50aine de personnes qui vont travailler pendant 3 ans. Donc c'est vraiment une organisation énorme et sans l'expertise, le talent et puis aussi la nature humaine des équipes de EY, on n'y arriverait pas. Alors,
là, on est parti dans l'action civile, comme on allait la construire. On va faire un petit pas de côté, un nouveau, pour accueillir Marie-Pierre Rixin, qui nous a rejoint. Vous avez porté la loi en décembre 2021 visant à accélérer l'égalité professionnelle et économique femmes-hommes. Vous êtes députée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire un petit peu comment vous voyez la suite de ce lien entre la société civile et l'action publique? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je suis navrée d'être en retard. J'ai bien conscience que j'aurais dû arriver un peu plus tôt. D'abord, je salue des visages que je connais, associatifs ou acteurs publics ou politiques ou économiques. En effet, donc, ce texte il a été en décembre dernier. C'est un texte qui a été construit également avec la société civile. Et je me souviens que l'année dernière, vous étiez vous-même présents, on était tous ensemble, notamment à Bercy, pour présenter notamment ces enjeux en matière d'égalité économique. Et on sait à quel point make.org est un acteur décisif dans ce domaine. Et donc, je tenais à vous féliciter également pour votre engagement sur cette nouvelle étape que vous allez franchir. Donc, ce texte, il a comme point de départ les 25% d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes. 42% au moment de la retraite, 10% à poste égal, compétences. Et donc, moi, je ne suis pas fataliste. Je suis persuadée qu'il y a des solutions à tout. On a de très beaux exemples sur notre territoire qui nous montrent que quand on veut, finalement, on peut. Et donc, ces inégalités économiques, il ne faut pas attendre 150 ans avant d'y remédier par la force de l'histoire, mais bien de vouloir tous ensemble y trouver une solution. Ces inégalités économiques, nous le savons, c'est également la place des femmes dans les instances de direction. Vous en avez parlé, des postes à responsabilité. Donc, ce texte, évidemment, on a beaucoup parlé de ce texte à travers les quotas qui ont été mis en place, notamment dans les CODIR, les COMEX, les postes à responsabilité. Mais ces inégalités économiques, elles concernent toutes les femmes et notamment les plus fragiles. Et donc, les 2 premiers articles de ce texte visent notamment à parachever cette loi de 1965, si récente, et qui permet aux femmes, vous le savez, de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur conjoint et également ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Donc, ces 2 articles visent à faire en sorte qu'un salaire ou des allocations sociales individuelles soient versées sur un compte dont la personne est titulaire ou cotitulaire. Vous le savez, en France, aujourd'hui, plus de 60% des ménages partagent totalement leurs revenus. Il n'y a pas de compte personnel pour 60% des couples. Et lorsqu'il y a des violences au sein du couple qui se manifestent, elles se manifestent également à travers des violences économiques. Parfois, ça va jusqu'à des captations de revenus ou un contrôle, en tout cas, des revenus de l'un ou de l'une sur l'autre. Et donc, en effet, ces 2 premiers articles visent à cela. Il y a également la possibilité pour des femmes en situation de monoparentalité, une famille monoparentale et mamans solo, de devenir prioritaires pour l'obtention de places en crèche, parce que 85% des emplois de 2025 n'existent pas aujourd'hui. Et donc, il faut aussi que chacun puisse se former et accéder également à ces futurs emplois, à ce marché de l'emploi qui évolue. Or, quand on veut accéder à une formation, lorsqu'on a des enfants et qu'on est maman solo, il faut pouvoir avoir une place en crèche. Et donc, c'était absolument déterminant qu'elle soit prioritaire. Et il était en effet prioritaire également que pour celles qui n'auraient pas de droit à la formation acquis, ils puissent avoir ce droit à la formation. Et puis, parce qu'on a parlé effectivement des entreprises à travers les postes à responsabilité, on sait aussi qu'aujourd'hui, les femmes souhaitent créer des entreprises, ont de beaux projets. Or, vous savez qu'elles n'ont pas accès au financement, très difficilement accès au financement. Et donc, nous avons souhaité notamment, et je salue notamment également des collègues qui étaient très actifs sur ces enjeux liés aux femmes dans le numérique, faire en sorte
eh bien, que les comités d'investissement de la Banque publique d'investissement et des fonds d'investissement soient également paritaires. Donc voilà en très grande ligne les objectifs de ce texte. Maintenant, il va falloir qu'il soit implémenté, comme on dit, donc qu'il soit connu également par le grand public, par les associations, par les acteurs locaux, et que tout le monde sache aujourd'hui qu'en effet, ces salaires doivent être versés sur des comptes titulaires ou co-titulaires, et que tout le monde doit pouvoir avoir accès à ces formations et à ces places en crèche. Merci infiniment. Je n'ai pas mentionné, vous êtes présidente de la délégation à l'égalité des femmes et des hommes à l'Assemblée nationale. Merci infiniment. Alors, c'est toujours intéressant cet aller-retour entre l'action civile et l'action publique. Nous, on est vraiment sur l'action civile. Néanmoins, les points de jonction sont nombreux. Et dans le plan d'action, dans sa mise en œuvre, il y a toujours des points de contact, notamment avec le Parlement, mais aussi avec l'exécutif, de façon à trouver les angles qui permettent à la société civile d'être le plus complémentaire et autonome et indépendant dans son action. Alors maintenant, comment tout ça se met en scène et de façon pratique, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Et là, je suis très heureux de passer la parole à Estelle Collat, qui est la directrice des Danco chez nous et qui est l'artisane de tout ce que vous avez vu et ce que vous allez voir. Alors, bonsoir à toutes. Alors, vous avez tous compris, toutes et tous, qu'une grande cause chez Make, ça veut dire un maximum d'impact. Et cet impact, bien sûr, c'est à travers les actions, mais c'est aussi essayer de toucher le plus grand nombre de citoyens, essayer d'engager un maximum de citoyens. Et ça, ce n'est possible que seulement si on médiatise un maximum cette grande cause. Et pour ça, on a besoin de partenaires, on a besoin de vous pour la relayer. Et donc, chacun dans cette salle va être les premiers ambassadeurs de la communication. Mais nous avons évidemment auprès de nous des partenaires un peu privilégiés qui vont nous aider. Et pour cela, je vais accueillir alors à la fois Caroline Bordet-Lelane de Cdiscount, qui est directrice adjointe de Cdiscount, et puis Boutaïna Araki, qui est présidente France de Clear Channel, qui vont venir raconter avec moi un petit peu ce que nous avons prévu sur la grande cause. Alors, la grande cause, je vous en prie, rejoignez-moi, je vous donnerai la parole juste après. Une grande cause, c'est d'abord une acquisition sur les réseaux sociaux. Vous vous en doutez bien, nous allons avoir énormément de communication sur Facebook en particulier, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Nous allons avoir un spot sur Media One, nous allons avoir un soutien de Clear Channel et vous reviendrez pour nous expliquer un petit peu plus en détail ce qui est prévu. Nous allons avoir évidemment des campagnes de CRM et des newsletters auprès de toute la communauté. Nous avons prévu des RP, des partenariats médias, en particulier avec elle, avec Simone, avec Tapage. Chacun de nos partenaires va évidemment mettre des widgets, va faire des propositions. Donc, tout ça va contribuer à faire connaître la grande cause. Et puis, nous avons aussi un partenariat avec Ivancy, qui sont des influenceurs qui vont relayer la grande cause et en particulier qui vont relayer le filtre Instagram qui est prévu sur cette grande cause et évidemment un relais particulier de Cdiscount. Et vous toutes, là, vous tous, vous avez le kit changement et bien sûr, vous avez accès et si vous ne l'avez pas, vous nous le demandez, vous avez aussi un kit de communication pour vous-même pouvoir relayer cette grande cause. Alors, déjà, Boutaïna, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui est prévu avec Clear Channel? Bonjour tout le monde. Et d'abord, je voudrais dire qu'on est très, très heureux d'être aux côtés de Make.org dans cette opération. Clear Channel, c'est une entreprise de publicité extérieure. On est très, très, très convaincus de l'importance d'un média qui a la chance de s'adresser à tous les publics, qui est vraiment le média le plus inclusif qu'on puisse imaginer, gratuit, visible de tous. Et ce rôle qu'on a nous oblige. Et depuis déjà de nombreuses années, chez Clear Channel, on relaye et on porte un certain nombre de messages au grand public. Ça fait longtemps qu'on essaie à la fois de sensibiliser à des sujets, par exemple, comme les violences faites aux femmes, et donc de faire connaître ces sujets-là et voilà, faire en sorte que des actions soient prises. On est aussi un partenaire de
des femmes qui changent le monde. Et donc, on donne à voir des femmes entrepreneurs, des femmes sportives, des femmes chercheuses, pour aussi aider à contribuer à faire changer un certain nombre, enfin faire évoluer la perception des femmes dans notre société. On est convaincu, et c'est très intéressant puisqu'on a échangé jusque-là, que les citoyens ont toujours un rôle très important pour aider à faire changer le monde, à influencer les orientations politiques, à influencer les choix législatifs qui se font, en plus bien évidemment de toutes les actions des associations et puis bien évidemment des pouvoirs publics, etc. Et donc on est très très heureux de pouvoir là être partenaire de Make.org. On va être partenaire pendant les 3 années du programme. L'idée, c'est d'utiliser notre média pour faire connaître, pour relayer, à la fois au moment où on va faire réagir les citoyens et leur faire suggérer des idées, et puis aussi ensuite, quand on les fera se réexprimer peut-être sur les choix qui auront été faits. Ça va se faire à travers 3 campagnes. Nous sommes présents un peu partout en France, donc on a vraiment un niveau d'accès qui est très intéressant. On peut toucher des millions, plus de 30 millions de Français par semaine quand on fait une campagne. Donc, ça va être vraiment des campagnes à impact. On a aussi prévu de créer des formats vidéo spécifiques pour Make.org, pour faire connaître l'initiative et qui seront là aussi relayés sur nos écrans un peu partout en France. Voilà. Merci Boutaina. Je vous propose de découvrir le film qui va être projeté prochainement. Mélanie, si tu veux bien nous le montrer, c'est ce film-là qui sera relayé à la fois sur Media One et sur Clear Channel, donc dans tous les centres commerciaux à partir de demain. Voilà, donc ce seront des 10 secondes. J'ai l'impression d'être un peu en écho. Donc, ces 10 secondes seront disponibles et il y aura un mix de 12 et de 10 aussi voilà, sur Media One. Caroline, alors, ces discounts, c'est une caisse de résonance aussi extrêmement importante. Hein, vous allez nous rappeler les chiffres absolument incroyables. Et donc, c'est pour ça qu'on est très heureux que vous nous souteniez et que vous relayez auprès de tous vos visiteurs. Merci Estelle. Oui, alors chez Cdiscount, on est convaincu que l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment une condition essentielle pour libérer les talents, pour stimuler l'intelligence collective, pour vraiment garantir la cohésion sociale. Donc, on est très engagé sur ces sujets depuis de nombreuses années. C'est un des piliers de notre politique RSE. Et en fait, on agit avec une approche vraiment globale et très inclusive, avec différents leviers. Par exemple, on va travailler sur l'accompagnement des carrières des femmes, avec des programmes de formation dédiés pour les jeunes talents et pour les managers, par exemple. On travaille sur les sujets d'égalité salariale qui ont été beaucoup évoqués, avec une enveloppe dédiée aux écarts injustifiés s'il y en a. Et surtout au maintien des rémunérations, au retour de congés maternité ou paternité, au maintien des rémunérations variables pendant ces absences. On travaille sur les préventions de discrimination, très important, avec une formation globale de tous nos collaborateurs et en particulier de nos managers et des managers qui recrutent des collaborateurs pour qu'ils soient dans leur process de recrutement très conscients des stéréotypes de genre qui peuvent exister, par exemple. Ensuite, on travaille beaucoup sur la promotion de la mixité et de la richesse de la mixité en interne. Notamment, on réalise des regards croisés. Alors, ça fait plusieurs années qu'on fait des vidéos pour donner la parole à nos collaboratrices. Et depuis quelques années, on a ajouté cette notion de mixité, où on a des regards croisés, où on voit vraiment la complémentarité entre les hommes et les femmes. Et ces échanges sont extrêmement riches pour avoir des points de vue partagés. Donc, on est très fiers de ce format qui implique beaucoup nos collaborateurs. Et puis, on travaille aussi sur la parentalité, avec là aussi une approche globale pour que à la fois les jeunes ou futures mamans et les jeunes ou futurs papas soient accompagnés dans ces changements, dans ces nouveaux équilibres de temps de vie à trouver. Donc ça, c'est un travail qui est fait par nos équipes côté diversité, inclusion RH et avec beaucoup d'engagement de tout le management et des collaborateurs. Et puis, on a une spécificité, c'est qu'on est une entreprise de la tech.
Et donc, c'est quand même un univers particulier où il y a un vrai enjeu sur les talents, les viviers de talents. Donc, on travaille aussi beaucoup justement sur la promotion de ces métiers-là auprès des collégiennes, des lycéennes, des jeunes femmes, mais aussi des collégiens, des lycéens et des jeunes étudiants. C'est vraiment une approche mixte qu'on aborde. Et l'idée, c'est vraiment de donner envie à ces gens-là de choisir ces cursus-là. Où, par exemple, on travaille aussi en interne avec un programme de formation, une masterclass IT, où on forme des gens au métier de développeur informatique et on a une promotion avec 70% de femmes. Donc, voilà, donc c'est tout un tas de choses qui sont portées depuis des années. Et en fait, ce travail sur l'égalité femmes-hommes, c'est un des piliers de notre démarche RSE et qui montre comment on travaille sur ces sujets-là, avec déjà la volonté d'inclure toutes nos parties prenantes. Et donc, ça va être ça, notamment notre contribution dans la grande cause, et la volonté d'être très tournée au-delà de l'information, de la sensibilisation, vers l'action, vers le fait de donner des moyens à chaque fois aux parties prenantes d'agir à nos côtés. Et donc, c'est ce qui nous a beaucoup plu quand on a évoqué ce dispositif ensemble. C'est vraiment résoudre un problème de société par la société pour trouver des solutions concrètes. Donc, évidemment, on a été emballés parce que ça rejoint nos valeurs et notre méthode. Et donc, nous, notre rôle, ça va être notamment dans la première phase de la grande consultation, de promouvoir cette grande consultation auprès de l'ensemble de nos audiences, puisqu'on a 24 millions de visiteurs uniques par mois à peu près sur notre site, 10 millions de clients, et puis on a 15 000 vendeurs sur notre marketplace, etc. Donc, on est vraiment au cœur d'un très gros écosystème. Et donc, on va relayer un dispositif 360 à la fois sur le site, sur nos réseaux sociaux, corporate et commerciaux, dans nos newsletters, etc. et inciter les clients pros, particuliers, les partenaires et les collaborateurs à participer à cette grande consultation pour que les retours qui vont être communiqués soient les plus larges et la plus grande valeur, pour revenir sur le sujet d'intelligence collective que j'évoquais en introduction. Eh bien, merci. Donc, vous avez toutes compris que à partir de maintenant et jusqu'au 9 mai, il va tous falloir participer massivement à cette grande cause et la relayer. Et on va avoir aussi des artistes à nos côtés. Donc, je laisse la parole à Axel et à Natacha. Alors, là, on a envie de boire un verre. Donc, parce que là, on a eu des témoignages assez intenses. Là, on arrive au moment où on va lancer la grande cause et on va le faire avec le soutien des artistes de Universal Music France. Et je suis très heureux d'accueillir Natacha Krantz, qui, en l'occurrence, est une amie de 30 ans. Voilà, donc ça me fait très plaisir de te retrouver, Natacha. Et donc, il va nous dire un petit peu comment est-ce que, finalement, un producteur de musique peut devenir un acteur de la société. À toi, Natacha. Alors, bonjour à toutes, à tous. Universal est forcément extrêmement attentif à tout ce qui est mixité et diversité, parce que c'est la clé de la créativité. On travaille énormément d'artistes qui sont extrêmement sensibles à ça, qui expriment leurs engagements de diverses manières, souvent dans leurs chansons, que ce soit Louane, Angèle, Clara Luciani, Pomme, toutes sortes d'artistes qui sont tous les jours attentifs à ça. Nous, on s'est engagé depuis pas mal de temps, on a signé des chartes. En 2019, on s'est engagé avec la charte Les femmes dans les médias, sous l'égide du ministère de la Culture. Après, on a aussi soutenu Génération Égalité, qui est une charte internationale lancée par l'ONU, mais initiée par la France, qui a été signée par le SNEP, le syndicat de la musique. En interne, on a un comité qui est complètement animé par les salariés, consacré à l'égalité, la diversité et l'inclusion. Voilà, donc dans ce contexte, on a créé des formations obligatoires chez Universal pour comprendre ce que c'est que le sexisme. Parce qu'en fait, tout à l'heure, ça a été évoqué, on ne comprend pas toujours ce que c'est que le sexisme. Il y a beaucoup de déni ou d'incompréhension, avec malheureusement aussi beaucoup de sincérité. Donc, c'est important de vraiment être sûr que ce soit compris. Voilà, après, on a… voilà, moi, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle All Access Music. Donc, les producteurs de la musique enregistrée s'organisent parce qu'il y a une centaine de producteurs qui ont signé pour créer un baromètre qui s'appelle le baromètre d'égalité, qui en fait va mesurer les efforts des producteurs d'année en année, sans être donneur de leçons, tout en étant confidentiel, mais c'est concret
Et dans quelques temps, on va pouvoir publier le premier résultat. Parce que ce qui existe doit pouvoir se mesurer. Il faut vraiment qu'on ait des outils pour ça. Voilà, donc on remercie aujourd'hui vraiment Axel, toute l'équipe MEC.org, parce que c'est une énorme fierté de pouvoir à la fois accompagner, enrichir ce qu'ils font. C'est tellement génial d'être en connexion réelle avec ce terrain qui est si important. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur les violences faites aux femmes, c'est inimaginable. Donc, on en attend beaucoup. Voilà, merci à tous. Et puis, on a quelques vidéos d'artistes c'est un début, qui commencent déjà à prendre la parole. Merci, alors, Natacha. C'est donc Bertrand Burgala, Kenji Girac et Louane. Alors, je vais juste dire ce qu'a dit Bertrand Burgala, parce qu'on n'entendait pas trop. Bertrand disait, voilà, ce All Access qu'on a créé, ce serait génial que ce soit aussi relayé, que chaque syndicat dans tous les milieux ait leur All Access, parce que c'est à la fois un outil, mais c'est aussi surtout une attention portée à la jeune génération. Nous, on travaille avec une 50aine de jeunes femmes à qui on offre énormément de temps, de possibilités, d'attention et qui vont se renforcer. On leur crée un réseau dans leur propre métier et je pense que les femmes manquent aussi de réseau. Donc, c'est toutes sortes de choses avec des femmes qui ont un potentiel de dingue. Donc, s'organiser, ça coûte 0 au départ. Merci, Natacha. Alors, il y a eu 3 premiers artistes qui n'ont pas été tellement bien servis par la technique, mais qui vont apparaître sur les réseaux sociaux. Derrière, il y en a d'autres qui vont s'engager pendant toute la durée de la consultation. C'est important, ce n'est pas simplement une histoire de médiatisation ou de réseaux sociaux, c'est une histoire d'incarnation. Je veux dire, il y a eu une incarnation du mouvement MeToo. Là, il y a besoin d'une incarnation de cette lutte pour l'égalité. Et le rôle des artistes est déterminant et la société est prête. Il ne reste plus qu'à connecter les dates. Donc, merci beaucoup. Et avant que tu t'en ailles, nous allons lancer officiellement la consultation avec la proposition de Louane, qui va être la première proposition qu'on va déposer. Et je ne sais pas qui va la taper, la proposition de Louane. C'est Mélanie. Alors, il faut payer les femmes autant que les hommes. Merci, Louane. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Merci, Louane. Merci à tous. Donc là, on a fini. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle, parce que là, j'étais parti sur le vert tout de suite, mais j'ai oublié de vous dire une mauvaise nouvelle. C'est que la ministre Elisabeth Moreno devait nous rejoindre pour conclure cet événement. Elle n'a pas pu finalement. Elle me
demande de transmettre ses excuses de ne pas être là, d'une part. Et puis, ce qu'on a calé avec eux, c'est vraiment à la fois sur les résultats de la consultation, de commencer à échanger, et au-delà des résultats de la consultation, de travailler le plus en synchronicité possible, encore une fois, pour que l'action civile soit le plus efficace et indépendant possible. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous pouvez aller proposer sur inégalitéfemmes.mec.org, d'une part. On va faire, je vous ai dit au départ, l'UNICEF et les Lumidacieuses ont mis en place un système pour accompagner la donation dans des lieux publics et notamment en faveur de l'Ukraine. Donc, est-ce que Sabine, où est Sabine? Voilà, Sabine va nous dire comment ça marche. Merci. Bonjour tout le monde. Ravie d'être parmi vous et d'être partenaire de cette grande cause. Donc, nous avons lancé l'association Les Lumidacieuses il y a 6 mois, ce projet de borne d'arcade caritative qui a pour mission de permettre de sensibiliser, c'est-à-dire comme aujourd'hui, vous allez la découvrir des associations. Alors aujourd'hui, dans le cadre du contexte et en accord avec Axel et Mec.org, on a mis en lumière uniquement l'UNICEF. Et donc, on va accueillir quelqu'un de l'UNICEF qui va présenter la situation et comment l'UNICEF œuvre en Ukraine. Et donc, nous, la borne a pour mission de découvrir une association, de faire un don à cette association et de faire un jeu. Donc, comment créer une expérience? Malheureusement, sur des sujets d'inégalité, on a Une Femme, un Toit qui est partenaire et bénéficiaire de la borne, on a Révèle, on a Endo France, qui sont aussi des associations qui sont dans cette grande cause. Et voilà, donc au plaisir de venir me voir après, parce que le but, c'est qu'elle se déplace. Donc aujourd'hui, c'est le lancement. Donc merci à tous les donateurs qui nous ont permis de lancer ce projet. Et puis maintenant, à faire le tour de France et à être présente dans vos entreprises et dans des lieux comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux venir? Et je passe la parole. Alors effectivement, aujourd'hui, comme on l'a évoqué, donc j'ai présenté les bénéficiaires habituels, mais aujourd'hui, on a fait une action spéciale avec l'UNICEF et je donne donc la parole à la trésorière du comité Paris qui représente donc l'UNICEF aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, surtout. Merci beaucoup de me recevoir dans cet événement. Voilà, je m'appelle Harry Soufong. Je suis la trésorière territoriale du comité UNICEF de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de cette borne et remercier les Lumidacieuses de récolter des fonds pour aider l'UNICEF dans ses actions en Ukraine, parce que vous savez très bien, voilà, la Russie a décidé de lancer une offensive armée contre l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, on a des familles et des enfants qui vivent dans des sous-sols sans accès à l'eau, sans accès à l'éducation, sans accès au minimum d'hygiène pour vivre une vie, je ne sais pas si on m'entend très bien, ouais, pour vivre une vie voilà, décente. Et l'UNICEF est sur le terrain. On a depuis 10 ans environ 140 personnes qui œuvrent dans l'Ukraine. Et ensuite, on renforce déjà nos équipes et on déploie aujourd'hui des équipes mobiles aux frontières de l'Ukraine pour aider tous ces réfugiés. Aujourd'hui, on a 1 demi-million d'enfants qui sont réfugiés et qui essayent de sortir de l'Ukraine et d'atterrir dans des zones beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisées. Et donc, l'UNICEF renforce ses équipes, essaye de donner, d'apporter du matériel médical, du matériel d'hygiène, de l'éducation un petit peu, essayer de maintenir un petit peu cette éducation et surtout apporter des zones sécurisées aux familles et aux enfants qui sont réfugiés. Et bien évidemment, on essaye toujours de renforcer nos équipes sur place pour essayer de extraire le plus possible d'enfants et leurs familles pour les mettre en sécurité. Donc voilà, aujourd'hui, cette borne, ça paraît bête, mais aucun don n'est petit. Tout don aide l'UNICEF. Donc voilà, merci beaucoup aux Lumidacieuses, merci beaucoup à vous d'organiser cette conférence pour introduire cette borne arcade. Et voilà, n'hésitez pas à nous aider, on a vraiment besoin de dons. Et merci beaucoup. Merci.
Le temps du verre est venu. On fait, alors, ça y est, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Mais en revanche, tous les intervenants, si vous pouvez venir avec nous, on va faire une photo. Merci à toutes, vraiment merci à toutes de votre patience. Et puis, pendant quelques années, on va être ensemble. Et profitez aussi pour commencer à faire une proposition, maintenant que la consultation est ouverte, sur inégalitéfemmes.mec.org. On attend vos propositions.